Oui, j'aimerais vous inviter à rester un peu plus avec nous parce que nous aurons une demi-heure pour discuter, pour échanger autour du film en profitant de la présence de Cédric. Et d'ailleurs, avant de répondre aux questions et commentaires du public, Cédric, tu pourrais peut-être nous parler un peu du film et de son contexte, puisque tu en es en quelque sorte un personnage indirectement par les biais de ta thèse que nous voyons dans les premières scènes du film. Oui, alors je vous avais dit que ce film était un film documentaire, que ce n'était pas un film de fiction. Mais ce que je n'avais pas dit pour ne pas perturber votre regard sur le film, c'est que la plupart des scènes sont jouées, en particulier ce qui fait le nœud de la narration du film, la morsure de serpent dont une femme est victime et qui permet à Perpéra, le chaman, de reprendre momentanément une activité chamanique. Cet événement avait eu lieu hors de la présence du réalisateur et de la mienne, environ 6 mois, 1 an avant le tournage du film. Cet événement est réel. Ce que je ne sais pas, c'est le rôle qu'aurait joué véritablement Perpéra dans le traitement de cet accident et la guérison de la femme, sachant que lorsque j'étais chez les Saurouis, il était extrêmement rare, pour ne pas dire, il n'arrivait jamais que l'on s'adresse à un chaman pour se faire soigner de quelque maladie que ce soit. Et Perpéra, lorsqu'il était même, il n'était pas sollicité, mais n'était pas très volontaire pour mettre en pratique l'activité de chaman, car c'est une activité très dangereuse, y compris et surtout pour celui qui la pratique. C'était donc, dans une certaine mesure, il n'avait pas fallu trop le forcer pour abandonner cette activité, parce que lui-même trouvait ça dangereux. Mais d'un autre côté, il était quand même, on le voit, le film le montre très bien, très fier d'être chaman, et il souffre beaucoup du manque de considération dont il est l'objet comme on le voit dans le film, d'être traité comme petit vieux, célibataire, à qui peu de gens accordent de l'importance. Et le chamanisme, qui correspond à sa jeunesse, était une manière pour lui d'essayer de rétablir la considération dont il s'estimait privé injustement. Voilà ce que je pouvais dire pour situer le contexte du film. Ce qui me semble faire l'intérêt du film est justement de montrer l'hésitation, l'ambivalence des gens par rapport au chamanisme et à tout ce qui représente la culture Surui telle que sinon les anthropologues, au moins les ONG, les militants indigénistes la représentent, et dans l'hésitation qu'il y a entre une modernité dans laquelle cette culture devrait être remise au goût du jour, en étant publiée sur Internet, sur Facebook, etc. Et d'un autre côté, une autre forme de modernité qui est proposée au Surui à travers la conversion à l'évangélisme. Voilà ce que je pouvais dire un peu en introduction. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, on va juste vous demander comment la séance est enregistrée. Je veux juste vous demander de parler au microphone. Très bien, je parle au micro et à la caméra. Et juste pour dire que bon, j'ai été très agréablement surpris par ce film parce qu'il est très très riche ethnographiquement et il donne beaucoup à voir aussi sur ce qu'est la vie aujourd'hui des souris, des païters. Et c'est assez frappant de voir d'ailleurs à quel point
il y a une abondance, enfin, on a l'impression d'une richesse assez inattendue. L'état des maisons, les objets, les voitures, la quantité de fusils invraisemblable. Pour des gens qui ont fait du terrain dans d'autres parties de l'Amazonie, c'est waouh, c'est un choc. Mais même non, bon, et puis ce qui est bien dans ce film aussi, enfin à mon sens, c'est tout ce qu'on peut apprendre sur ce qu'on dit des traitements nécessaires en cas de morsure de serpent. Et les parties sur les ornements qu'on a enlevés. Enfin, alors, je sais pas, il parle de bracelets, je sais pas si c'est des ligatures végétales ou si c'est des bracelets comme nous on est habitué à concevoir. Toutes les parties sur le lien entre le serpent, le fait qu'il faut le tuer parce qu'il y a une connexion qui se fait entre la personne piquée et là. Enfin, tout ça, les prohibitions alimentaires, enfin, etc. C'est très, voilà, très instructif, disons. Mais non, la question que j'aurais à poser, c'est plus sur la manière dont les missionnaires semblent avoir participé au tournage. On a beaucoup de scènes avec cette dame qui apporte des médicaments. Elle a le même accent que le missionnaire. Je ne sais pas si elle est missionnaire. Enfin, on peut subodorer qu'elle est associée à la mission. Voilà, c'est sa femme. J'aurais parié là-dessus, effectivement. Et on voit aussi le missionnaire un peu austère. Là. Mais en tout cas, le film joue sur l'opposition, chamanisme et puis évangélisme, en quelque sorte. Et en même temps, ils ont l'air de participer, de jouer le jeu. Enfin, ils sont dans les remerciements, etc. Donc, qu'en est-il vraiment, finalement, de... Alors ça, c'est un des problèmes que j'ai pour commenter le film, c'est que je ne suis pas retourné chez les Sauroïdes depuis que le film a été tourné. Je ne sais pas ce que le réalisateur a dit aux missionnaires du sujet sur lequel il souhaitait tourner le film. Je pense que le projet était présenté comme un film autour de la vie de Perpera Surui, le chaman. Et le montage qui est fait du film, en particulier sur sa fin et sur une sorte de retour à la pratique du chamanisme, et sans doute une vision un peu forcée du réalisateur, tel que je l'interpréterai moi. Je ne sais pas ce qui a été dit ni aux missionnaires ni à Perpera lui-même de la façon dont le film serait monté. Par exemple, j'étais encore plus surpris que Perpera accepte de faire refabriquer une flûte rituelle chamanique et d'en jouer. Quand j'étais sur le terrain, ce genre de choses, on n'acceptait pas de le faire. J'ai pas d'explication plus au-delà de comment ça a été accepté. Parce que dans les scènes qui sont jouées par le missionnaire, par exemple, c'est juste la messe habituelle du mercredi, dans lequel le missionnaire, tous les mercredis, le missionnaire vient, fait un sermon comme ça, et qui a probablement été filmé en étant présenté comme un reportage sur la vie des Sauroui. Les missionnaires ne se cachent pas du tout et sont plutôt fiers de l'œuvre qu'ils considèrent avoir accomplie de leur point de vue. Et donc, lorsqu'on veut les prendre en photo, les enregistrer, etc., ils ne protestent pas particulièrement. Puisqu'il a été question de ces flûtes chamaniques, là, ça évoque énormément des clarinettes, je pensais plutôt des clarinettes d'ailleurs, mais ethnographiquement, est-ce que c'est pas quelque chose d'assez spécifique à ces Tupi-Mondé, là, parce qu'on associe plutôt les clarinettes à des rituels collectifs et toulés, enfin des choses comme ça, et là c'est assez déroutant en fait. En fait, il y a deux types de flûtes ou clarinettes qui sont utilisées chez les Sauroui. Les unes dans le cadre des fêtes de boissons qui n'ont rien à voir avec le chamanisme, et d'autres qui sont utilisées dans les rituels chamaniques collectifs qui ne sont pas d'abord des rituels de guérison faits pour
soigner quelqu'un qui se trouve être malade. Ce sont des rituels qui sont faits pour protéger l'ensemble du village de manière préventive contre des maladies et pas pour guérir quelqu'un qui se trouve déjà malade. C'est pour ça que je pense que la manière dont ça a été tourné, etc., le réalisateur a dû voir des photos de Perpera avec des flûtes et lui dire « mais ça, tu voudrais pas m'en montrer, etc. » Tout comme le lien qui est fait avec la destruction de la termitière, quelque chose qui est un peu un raccourci, qu'il n'y a pas de lien direct entre la crainte des termitières et le chamanisme. Oui, bonjour. C'est la deuxième fois que je vois ce film et en fait, je l'ai encore plus apprécié aujourd'hui, donc j'ai vu plus de choses comme d'habitude. Mais un aspect qui m'avait marqué au début, qui était central pour moi, c'était la position de Perpera dans les rituels évangéliques, enfin à l'église, dont vous n'avez pas parlé là. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est une bonne lecture que de comprendre qu'il est devenu l'assistant du prêtre, quelle est cette position-là, et c'était aussi en regard à ce que tu viens de dire sur le fait que de retrouver, enfin de repratiquer ce rituel lui permettait de redevenir central, de retrouver une position centrale d'un point de vue social, disons, alors que quand j'avais vu le film aussi, j'avais plus été portée par l'interprétation il retrouve une relation avec les esprits, quelque chose de plus chamanique. Et donc, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur sa position dans l'Église. Parce que c'est pas innocent, on a d'autres cas aussi de spécialistes rituels qui sont traditionnels, soit totalement écartés, soit au contraire absorbés comme partie des nouvelles églises qui s'imposent, et puis aussi d'autres types de relations que Perpera recrée en pratiquant en fait cette thérapie. Alors, tu as raison, effectivement, tous les chamans qui ont connu l'époque de la conversion ont tous été des fervents évangélistes. À ce qu'on dit, parce qu'il y en a 4 qui ont connu l'époque de la conversion, j'en ai connu que 2 sur ces 4-là. L'autre, qui vit dans un autre village, est sans doute encore plus étroitement associé que Perpera à l'église. Et Perpera n'a pas vraiment de rôle rituel dans l'église. Il se tient à l'entrée avec sa chemise du dimanche, qu'il porte avec fierté. Il n'est pas du tout pasteur, parce que pour être pasteur, il faut savoir lire et écrire, ce que Perpera ne sait pas faire. Seuls quelques Sourwis ont suivi des formations de pasteurs. Ce n'est pas le cas de Perpera. Il essaie de se faire reconnaître comme ayant un rôle rituel qu'il décrit comme portier de l'Église. Je pense que ça correspond à une sorte de commun accord et d'intérêt commun avec les missionnaires, qui sont bien contents d'avoir quelqu'un qui était un chaman qu'ils pourraient voir comme un grand pécheur qui se trouve là et qui est très content d'être à l'église. Et les autres qui ne souhaitent pas, les autres Sourwis qui ne souhaitent pas lui accorder un rôle de premier plan dans l'église. Au contraire, les pasteurs sont assez jaloux de leur statut et ne souhaitent pas le partager, particulièrement avec Perpera, qui ne le considère pas comme quelqu'un de particulièrement considérable dans les hiérarchies sociales parmi les Sourwis. Pour ce qui est d'une reprise de relation avec les esprits, à vrai dire,
Perpéra et les Sourrouis n'ont jamais rompu avec les esprits. Les esprits viennent toujours se présenter à eux dans leurs rêves, un peu trop à leur goût, justement. Perpéra se sent souvent persécuté par les esprits. D'autres Sourrouis, y compris parmi ceux qui jouent dans le film, racontent avoir été approchés par les Sourrouis pour devenir chaman après s'être convertis à l'évangélisme et ont refusé cette possibilité de carrière chamanique. Je pense que ce qu'il faut voir dans ce film aussi, c'est justement le rôle que Perpéra peut acquérir grâce à la présence du réalisateur qui vient l'observer lui, ce qui n'arrivait jamais lorsque des réalisateurs, des gens viennent filmer chez les Sourrouis. Ce qu'on vient filmer, c'est ce que les Sourrouis savent mettre en scène collectivement, la fête de boissons, dans laquelle Perpéra ne joue pas un grand rôle parce qu'il n'a pas d'épouse, donc personne pour préparer de la bière, et du coup, il n'attire pas la caméra. Perpéra, par contre, a toujours été un personnage clé dans les relations des quelques anthropologues qui sont venus chez les Sourrouis. D'abord Betty Mindlin au début des années 80, puis moi, nous avons tous les deux travaillé avec lui. Mais les anthropologues ne font pas de films et du coup, c'était quand même une occasion rare pour lui de pouvoir être le héros d'un film. Quant à savoir si, encore une fois, je ne sais pas à quel point la pratique avait pu reprendre à l'occasion de cet accident de serpent. Ce qu'il faut bien dire, c'est que la morsure de serpent est normalement l'accident qui mène à une présentation des esprits à la victime qui ensuite peut devenir chaman. Juste peut-être pour revenir sur la question de Philippe, effectivement, les Sourrouis sont des gens qui vivent très près de la ville, à une cinquantaine de kilomètres, chez qui du coup beaucoup d'objets modernes circulent et chez qui depuis longtemps l'argent circule et permettant d'acheter donc en ville beaucoup de choses, notamment par ce qu'il y a en arrière-fond et la vente, le trafic de bois, la vente illégale de bois qui pendant longtemps a permis aux Sourrouis d'accumuler de l'argent et en même temps de beaucoup s'appauvrir pour beaucoup d'entre eux parce que les profits accumulés étaient très rapidement dilapidés. Et ensuite, grâce à l'engagement dans des projets écologistes qui sont aussi en arrière-plan de ce film, puisque le groupe de Sourrouis qui domine le village dans lequel ce film est tourné est un groupe qui s'est particulièrement engagé contre les autres dans les projets de reforestation, de défense du territoire, de vente de crédits carbone, etc., ce qui permet d'obtenir un certain nombre de ressources. D'où la possibilité d'avoir des maisons qui, pour certains, sont des maisons de grande taille, en bois, en dur, etc. Mais à côté de ça, il y a des gens qui vivent dans des toutes petites maisons faites de briques et de broc, qui relèvent plus du bidonville que de la villa, comme
à la différence d'autres. L'argent de Perpera, il vient d'où Comment se fait la répartition du produit de la vente de bois finalement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens plus riches que d'autres alors que c'est des terres qui sont probablement communautaires, non? C'est-à-dire que pour gagner de l'argent par le bois, il faut avoir un accord avec un bûcheron qu'on va faire venir sur les terres et dont on va protéger les camions, parce que sinon d'autres risquent de le racketter, comme on le voit dans le film, ceux qui n'acceptent pas ou qui ne bénéficient pas de ces retombées n'hésitent pas à aller saisir les camions, les brûler, etc. Et c'est celui-ci qui accumulera de l'argent. C'est celui qui a un accord avec un bûcheron qui est capable d'imposer sa volonté, y compris par la force, en mobilisant un groupe familial armé, qui accumulera les bénéfices de la vente de bois. En l'occurrence, Perpera, lui, est tout seul. Il n'en bénéficie pas du tout. Il ne vit que de sa petite retraite parce qu'il est assez vieux. Il doit avoir entre 65 et 70 ans à peu près. Et Perpera, lui, est pauvre. La maison dans laquelle il vit là est une maison qui appartient à la Founaille, dans laquelle il a pu se réfugier après que son autre maison soit tombée en ruine et que les gens aient utilisé les murs qui restaient de sa maison pour se chauffer. J'avais une autre question, mais qui est peut-être plus pour Leandro, puisque Cédric, apparemment, tu n'as pas pu retourner sur le terrain, enfin, chez les Souriers depuis le film, et qu'en revanche, Leandro nous avait dit que normalement, il devait y avoir quelques fighters Souri qui avaient participé au film, qui devaient venir en parler, peut-être, ou qui auraient pu, dans un monde meilleur. Et je me demandais si on sait, en fait, quel est le retour, comment ont reçu en fait les protagonistes, les acteurs du film, le film, puisque Cédric aussi hésitait et ne savait pas très bien s'ils étaient au courant du scénario et du sens qu'avait voulu en donner le réalisateur. Enfin, en fait, peut-être une autre façon de le dire, est-ce qu'eux, ils ont co-construit le film avec lui? Quel rôle ont-ils eu? Je ne saurais pas répondre à la question précise de savoir comment eux, ils ont reçu ce film. Et d'ailleurs, comment certains sont lui, parce que je pense qu'ils ne vont pas recevoir tous les films de la même façon. Mais quand je discutais avec eux autour de la programmation, que ce serait possible de faire au musée autour de des projections de photos, eux-mêmes, ils ont recommandé les films. Donc, mais bon, il faut dire que c'est avec qui je suis en contact, sont ceux qui apparaissent dans les films et qui sont dans les remerciements autour du film. Mais je ne saurais pas dire comment les autres clans reçoivent ou voient ces scènes-là. Et d'ailleurs, en parlant des associations et des personnes, des leaders qui sont dans les remerciements du film, je me demandais aussi si le fait qu'on a poussé un chaman à reprendre des actions qui sont dangereuses ne pouvait pas aussi faire partie d'une stratégie de mise en scène de soi, parce qu'on voit que les Soudouis sont très actifs dans les réseaux sociaux. Non, on voit dans les films qu'ils prennent des photos pour mettre sur Facebook. Ils ont un compte Instagram qui s'appelle Parité Soudoui, où ils sont très actifs. Il y a une mise en scène de soi ou de certains éléments de ce qu'on va mettre en valeur et de ce qu'on va mettre en arrière-fond, par exemple. Je me demandais si ces films ne pouvaient pas s'inscrire aussi dans cette démarche de construction pour montrer une culture Soudoui encore vivante, malgré le fait qu'ils ont été évangélisés très tôt. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que
les Sorui qui sont remerciés dans le film et dont l'un des leaders principaux, Almir Narayamoga Sorui, qui est un leader Sorui connu au moins nationalement au Brésil et un peu internationalement dans certains pays, surtout en Suisse, qui donc ont soutenu le film, sont ceux qui ont un peu le monopole de la mise en images et de la diffusion internationale de la supposée culture Sorui, sont des gens qui n'ont aucune compétence en matière de chamanisme, parce qu'ils appartiennent à un clan au sens Sorui, d'un groupe patrilinéaire, qui n'a pas connu de chaman depuis plusieurs générations et qui est réputé être très mauvais chaman, être totalement incompétent en matière pas totalement incompétent, mais très peu compétent en matière de chamanisme, à l'opposé du clan auquel appartient Perpera, qui est un de leurs beaux-frères, qui lui est un clan beaucoup plus nombreux, mais beaucoup moins engagé aujourd'hui dans la mise en scène de cette culture et sa diffusion, sa représentation auprès des étrangers. Et longtemps, Almir Sorui a été confronté à la demande des indigénistes pour une présentation du chamanisme. Être indien, c'est être chaman, en quelque sorte. Et Almir m'a toujours dit qu'il était bien embêté parce que il n'avait pas de chaman dans sa famille et que le chamanisme chez les Sorui n'est pas quelque chose que l'on peut rechercher de manière intentionnelle à travers une formation, une initiation. C'est quelque chose qui vous tombe dessus par une sorte de révélation. Et là, d'avoir une mise en scène du chamanisme proposé et accepté par Perpera est quelque chose qui leur semble certainement très intéressant. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est qu'ils ont certainement facilité le tournage du film, parce que si d'une part Almir et d'autre part ces deux frères qui apparaissent dans le film, Agamemnon et Maupery, n'avaient pas voulu que le film se tourne dans ce village, il n'aurait pas pu se tourner, c'est pas Perpera qui aurait pu le décider seul. Mais c'est l'origine du film et la rencontre personnelle entre le réalisateur et Perpera qui ont discuté ensemble et qui se sont bien entendus. Et sans doute de l'intérêt du réalisateur pour de manière générale, les cultures indigènes et particulièrement le chamanisme, et plus particulièrement avec la personnalité très complexe de Perpera qui est, comme on le voit, d'une part quelqu'un qui reste toujours un peu sur son quant à soi, mais qui est aussi quelqu'un qui est réputé pour son très mauvais caractère chez les Sorui. J'ai eu beaucoup de démêlés avec lui. Une donnée qui peut être intéressante aussi, c'est que les Sorui, c'est la première communauté autochtone au Brésil à créer une université Sorui. Pour cela, ils se sont associés avec une université à l'État de São Paulo, l'Unicamp, l'Université de Campinas, et pour élaborer un curriculum, parce qu'ils voulaient non pas seulement créer une université qu'on va appeler université, mais aussi avoir des diplômes, pouvoir octroyer des diplômes qui sont reconnus par le gouvernement brésilien. Donc, ils ont établi ce partenariat, ils vont monter 4 cours. L'université devait commencer cette année, mais bon, ils ont dû reporter cela. Mais là où ça serait intéressant de voir, c'est comment dans les cours sur la culture Sorui, ils vont penser cette culture de façon réflexive pour la transmettre et montrer dans un cursus universitaire qu'est-ce que c'est la culture Sorui. Donc, ça à suivre. Malheureusement, nous avons devoir nous arrêter ici parce qu'à cause des mesures sanitaires, les musées ferment plus tôt et notre temps
est fini. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci à la Société des Américanistes d'avoir accepté d'organiser cette séance et merci surtout à Cédric Vinec d'avoir accepté de discuter de ce film avec nous. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à ce film.